Salut tout le monde, je m'appelle Ariana, j'ai 38 ans et je suis maman de deux garçons de 5 et 7 ans. Je suis coach sportive et depuis plusieurs semaines, je suis en préparation physique en vue d'une compétition bikini prévue pour la fin de cette année. Suite aux nombreuses questions que j'ai reçues concernant ma prépa, nous avons décidé avec mon coach d'y répondre lors d'une interview. Lui, c'est Nevin Barnett, coach et cofondateur de Bayesian Bodybuilding France. Vous trouverez toutes les infos en description de cette vidéo. Donc, bon visionnage. Du coup, première question. Comment on a déterminé la catégorie dans laquelle je vais concourir? Alors On ça, va pas t'interviewer. c'est une question intéressante parce qu'on a eu cette discussion quand même pendant un moment et je dirais que à l'heure actuelle, on n'est pas sûr à 100% de la catégorie dans laquelle euh, tu vas te présenter, même si on a quand même une idée, mais bon, bref. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de catégories. En particulier, on se posait la question pour la catégorie wellness. Le wellness, c'est une nouvelle catégorie qui date de l'année dernière seulement et seulement cette année, on commence à voir des cartes pro, des vraies compétitions avec des compétitrices qui sont cataloguées entre guillemets wellness. Et entre le début de ce qui avait été présenté comme wellness, c'est-à-dire avec un développement du bas du corps plus important que le haut du corps, ils voulaient vraiment avoir une différence entre la catégorie bikini et la catégorie wellness, dans le sens où bikini, ils voulaient quelqu'un d'équilibré avec pas trop de différence entre le bas du corps et le haut du corps, et wellness, c'était vraiment un accent sur le bas du corps, ce qui suivait pas mal d'athlètes qui étaient déjà bikini et qui plaçaient pas forcément bien sur ces critères et ils se sont dit bon bah pourquoi pas faire une autre catégorie et en plus je sais qu'en Amérique latine c'est quelque chose qui est très populaire, c'est justement avoir un bas du corps beaucoup plus développé que le haut du corps et ils ont un peu répondu à cette demande et du coup ils ont créé la catégorie wellness. Donc la problématique qu'on avait avec toi, c'est que effectivement, tu as un développement du bas du corps qui est un petit peu en avance sur le haut du corps, mais on n'est pas encore à une composition physique de compétition. Donc, c'est toujours difficile de se prononcer avant vraiment d'arriver à un niveau de sèche qui te permet de voir à quoi tu vas ressembler sur scène. L'autre problématique, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'évolution de la catégorie wellness sur ces derniers mois est flagrante entre bah, déjà les différentes fédérations et les différentes athlètes. Et de ce qu'on a vu, la plupart des fédérations sur lesquelles tu voulais te présenter, les athlètes qui se présentaient en wellness étaient extrêmement développés au point où c'est vrai qu'il y a pas mal d'athlètes où on a certains doutes sur le fait qu'elles soient naturelles. Et si tu veux te présenter et faire un classement sympa sur ces compétitions et que tu désires rester naturel, c'est un peu plus compliqué face à ce genre d'athlète. C'est un peu la même problématique chez les hommes, par exemple, où les compétitions qui sont sur des fédérations non naturelles, c'est difficile d'être compétitif avec des athlètes qui prennent des produits. Donc, on s'est dit qu'on allait faire cette prep et voir comment tu évoluais. Et je pense qu'on va quand même se diriger vers une catégorie bikini parce que je pense que tu as bien évolué et que c'est vrai qu'en perdant un peu de gras, on voit une silhouette qui est beaucoup plus équilibrée que ce qu'on avait euh, peut-être estimé au préalable. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un petit peu plus développé au niveau du bas, mais on a quand même bien rattrapé ça aussi. On a eu des entraînements qui sont pas mal équilibrés, tu as bien développé euh, tes grands dorsaux, tes épaules, et on a vraiment une symétrie qui est beaucoup plus sympa. Et aussi, tu as beaucoup travaillé sur ton posing, et du coup, ça aussi, ça se ressent beaucoup au niveau de l'équilibre général de ta silhouette. Et on voit que ce décalage était peut-être aussi le fait que tu posais avec un bassin qui était peut-être un petit peu en avant sur les épaules, et tout de suite, bah, l'illusion se fait qu'on a l'impression que le bas du corps est beaucoup plus important que le haut du corps. Et c'est ce qu'on voit beaucoup en bikini. C'est pas toujours évident d'avoir un torse et des épaules qui soient au même niveau que les hanches pour vraiment avoir cette symétrie et ce qu'ils veulent voir, c'est symétrie au bas aussi, qui est très important dans les classements, en tout cas de ce qu'on voit à l'international et à Olympia. Ok. Justement, du coup, j'enchaîne sur des questions concernant mes entraînements. Et du coup,
on me demande pourquoi on a choisi cette programmation en upper lower et plutôt qu'un autre format et pourquoi pas du full body et s'il y a un format qui est plus pertinent pour un athlète bikini selon toi. Alors, quand on a démarré ensemble, on était parti sur un full body. Si je me rappelle bien, tu étais déjà sur un entraînement full body avant qu'on démarre tous les deux, si je ne me trompe pas. Donc, je me disais que c'était pas mal de continuer là-dessus. Tu t'entraînais avec une fréquence qui était un petit peu en dessous. Je crois que tu t'entraînais du lundi au vendredi quand on a démarré et que doucement, tu as rajouté une séance le week-end parce que tu t'es rendu compte que tu avais un petit peu plus de temps. Et ensuite, on a eu quelques soucis en termes de douleur, en termes de tendinopathie qui se sont présentés. Et on a essayé de faire des changements au niveau de la sélection des exercices et de travailler autour et essayer de comprendre un petit peu d'où ça venait, si c'était via ton activité professionnelle, si ça découlait seulement des entraînements ou potentiellement bah, aussi tu vois, du stress général. Et on s'est aperçu que c'était peut-être... enfin, moi, je me suis dit au bout d'un moment... Enfin, si je me rappelle bien, on a eu une première phase qui a disparu, qui est revenue assez rapidement derrière. Et ensuite, à partir de là, je me suis dit qu'on allait réduire un petit peu la fréquence d'entraînement sur tes groupes musculaires et passer justement sur un upper-lower avec un volume d'entraînement qui était similaire, voire un petit peu plus important sur certains groupes musculaires qu'on voulait développer, en particulier sur les fessiers, les ischios, pour avoir une belle séparation fessiers-ischio, et c'est quelque chose sur lequel tu as largement progressé. Et en même temps, ce upper lower t'a permis de travailler peut-être un petit peu plus sérieusement sur ton haut du corps. Et je pense que ça s'est vu aussi sur ton développement et au niveau de tes épaules, au niveau de la séparation de tes bras, etc. Euh, Ensuite, la raison pour laquelle j'ai mis ça en place, c'était pour espacer le temps où tu allais recruter les groupes musculaires qui posaient un petit peu problème. Alors, ce n'était pas les groupes musculaires, mais c'était tes coudes et bon, on avait aussi un truc au niveau du trapèze moyen, rhomboïde, on ne sait pas trop, mais au niveau du mouvement de ta scapula. Et en fait, en passant sur un upper-lower, au lieu d'avoir une sollicitation potentielle de la zone toutes les 24 heures, et on est passé sur une sollicitation toutes les 48 heures et on s'est rendu compte que tes douleurs se sont doucement estompées. On a changé pas mal d'exercices. On a mis aussi des exercices que certaines personnes pourraient considérer comme des primers ou des exercices correctifs pour permettre de récupérer euh, des déséquilibres en fait sur comment ton corps évoluait dans le temps. Et on a vu que ça marchait bien. Et du coup, même si toi, tu me demandais, j'ai envie de revenir sur un full body, etc., j'ai estimé que ce n'était pas forcément une bonne idée, en particulier en partant sur une prep, de changer ça et d'avoir un autre facteur confondant qui pourrait potentiellement poser problème. Et après, se retrouver dans une situation où on est obligé encore de faire, c'est pas un pas en arrière, mais encore des modifications alors qu'on a quelque chose qui fonctionne. Comme je te l'avais dit, don't qu'est-ce qu'on dit en anglais déjà? Je me rappelle plus. Don't fix what ain't broken, c'est-à-dire ne changez pas quelque chose qui n'est pas cassé et qui fonctionne. Et je trouve qu'on s'en est sorti pas mal. Et ça ne veut pas dire que tu t'es pas entraîné dur parce que tu as aussi augmenté largement ton posing, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, que c'est quand même un entraînement et que ça demande pas mal de temps et ça sollicite quand même le corps de prendre ses positions, de le répéter, d'être sur des talons, etc. Et du coup, maintenant, je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti. Et pour finir, la troisième question dans ta question, qui était est-ce qu'il y a un programme spécifique bikini? Non, il n'y a pas de programme. Enfin, d'une certaine manière, tu sais qu'il y a les groupes musculaires que tu veux cibler et développer en particulier pour le bikini, c'est-à-dire les épaules, le grand dorsal pour avoir de face un beau V et avoir cette illusion d'avoir une taille plus fine, ce qui marche aussi avec les épaules, et avoir un développement évidemment des fessiers, des ischios, de limiter un peu le développement des quadriceps parce qu'ils n'aiment pas avoir des quadriceps qui sont trop importants non plus. Enfin, il faut que ça soit équilibré, mais pas non plus délirant. Et
Et voilà, à part mettre l'accent sur ces groupes musculaires et maintenir une taille aussi fine que possible, c'est un peu les critères et c'est ce qu'il faut prendre en compte dans la programmation. Mais après, ça reste individuel à chaque personne et tu dois mettre en place les choses pour la personne et en fonction de ses contraintes, de combien de fois elle peut s'entraîner. Toi, t'as mis les choses en place pour réussir à t'entraîner pas mal sur ta semaine, mais tu peux te retrouver avec des gens qui peuvent s'entraîner que 3, 4 fois par semaine, comme c'était le cas par exemple sur ma première compétition. Et dans ce cas-là, bah, c'est vrai que passer peut-être sur un full body, ça te permettrait quand même d'avoir 48 heures entre la sélection et on pourrait s'en sortir comme ça, mais on devrait faire différemment, quoi. Ok. Ensuite, question durée de la prépa. C'est quoi la question 6 exactement? mois. C'est quoi la durée de ma prépa? 6 mois. Alors, t'as vu, j'ai du Powerade 0 au cas où je me déshydrate parce que les questions, il y en a trop. Euh, La durée de la prépa, bah, ça va dépendre de là d'où tu pars, ça dépend de plein de facteurs. Mais moi, j'aime bien, surtout pour les athlètes naturels et où tu peux pas être trop agressif et, euh, enfin, parce que tu veux conserver ta masse musculaire, c'est d'avoir le plus de temps possible pour être prêt le plus en avance possible. Ça te permet de faire des tests de peak week, ça te permet de voir vraiment, ou même peut-être faire un reverse diet dans la compétition ou dans une prochaine compétition. Parce que le plus simple, c'est quand même de faire plusieurs compétitions à la suite. Ça te permet, encore une fois, de faire plusieurs peak week. Ça te permet d'être vraiment prête parce que parfois, on est un petit peu en retard. Donc, moi, ce que je conseille, c'est minimum 24 semaines. Minimum. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas combien ça fait en mois, bah, vous divisez par 4,35. Bah, c'est ce qu'on a fait à la base. Enfin, quand on est parti sur cette prépa, on est parti presque 5 mois et demi à l'avance. Donc, par rapport à la compète qu'on s'était fixée. Donc, on va voir Bah, comment. heureusement que je suis quand même mes recommandations parce que Et après, on part sur la. Alors oui, il me demande s'il y a quelque chose qui a changé entre cette prépa et celle qu'on avait commencé enfin, en début d'année. Enfin, de la mise en place. la plus grosse différence que je vois de mon côté, c'est que la prépa d'avant, tu étais encore obligé de t'entraîner chez toi. Ce qui est évidemment bah, moins évident. J'ai l'impression que tu viens de t'en rappeler. Mais ouais, enfin, le fait de pouvoir s'entraîner en salle, ça permet enfin, de couper un petit peu ton quotidien, d'avoir. Enfin, je pense que toutes les personnes qui se sont entraînées à la maison le savent que, à moins d'avoir un gym ou une salle qui est appropriée pour s'entraîner, c'est toujours dur de couper complètement sa zone de vie, de sa zone d'entraînement. Et c'est vrai que s'entraîner dans son salon, au bout d'un moment, ça devient difficile parce que on a plusieurs habitudes qui se mettent en place sur la même zone. Et du coup, c'est un peu un conflit interne et une dissonance cognitive sur le fait de, attends, est-ce que c'est ici que je regarde une série ou c'est ici que je suis en train de regarder mon portable ou c'est ici que je suis en train de faire un leg extension. Et du coup, parfois, on s'assoit dans le canapé entre une série et tout de suite, on a toute motivation qui part et on se dit, ah, bah, je vais checker mon téléphone ou un truc comme ça et notre corps perd un peu le concept d'être dans ce training. Donc ça, je pense que ça fait quand même une différence, en particulier quand tu commences à être fatigué, quand ça commence à être un petit peu difficile avec la prépa, le fait de pouvoir se couper, le fait de pouvoir bah, sortir de la maison et aller à la salle. Quand tu es à la salle, tu sais ce que tu es en train de faire en fait. Tu n'as pas besoin de te dire, ah, est-ce que je m'entraîne, est-ce que je m'entraîne pas. Tu es à la salle, tu es venu, donc tu t'entraînes. Donc ça, je pense que ça fait une grosse différence. Et sinon, au niveau de l'évolution, bah, on a vu une évolution un peu similaire sur le fait que tu as tendance à sécher plus vite du haut du corps et avoir des abdos apparents, etc., avant d'avoir le bas du corps aussi sec, ce qui est plus ou moins habituel chez les femmes, donc pas quelque chose de très surprenant. Et sinon,
Non, sinon, la seule différence, c'est que bah, tu vas te préparer alors qu'il va commencer à faire un petit peu plus froid. Donc ça va être un challenge supplémentaire. Mais non, c'est tout ce que je vois, je pense. Ok. Après, on me demande plein alimentaire aux diètes flexibles et pourquoi? Alors, ça, c'est intéressant. Encore une fois, ça va dépendre de la personne. Ce qui est sûr, c'est que tu as gagné énormément en autonomie depuis qu'on a commencé ensemble. Tes connaissances se sont largement, comment dire, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais enfin, t'as tellement travaillé entre le début où on a travaillé ensemble et maintenant, dans le sens où bah, tu as fait la formation bayésienne entre-temps. Du coup, tu comprends beaucoup mieux ce que je mets en place. Généralement, tu comprends nos discussions. Enfin, je peux rentrer largement plus dans le détail et t'expliquer pourquoi je fais les choses parce que je sais que je parle maintenant à une coach et que du coup, tu sais pourquoi je le fais et tu comprends ma démarche enfin, même si parfois tu poses des questions parce que il y a parfois des choses qui sortent un petit peu peut-être de ce que toi tu appliquerais pour toi-même, mais c'est là où c'est intéressant parce qu'on a un peu une discussion de collègues et on se dit ouais, bah, écoute, je pense que ça c'est mieux pour toi parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et du coup, au début, j'étais beaucoup plus regardant sur ta diète parce que tu avais des choix qui n'étaient pas forcément optimaux. C'est-à-dire que tu avais une approche flexible déjà, parce que je pense que tu avais déjà compris le concept, mais dans ta flexibilité, tu comprenais pas encore forcément les concepts de volume alimentaire, du fait qu'il fallait pas que tu aies faim, du fait que tu peux pas juste en fait remplir tes calories et tes macronutriments avec des aliments parce que ça rentre et que du coup ça fonctionne. Tu sais que ça fonctionne sur le court terme et tu pourrais maintenir ça sur le court terme, mais tu sais que pour avoir des bonnes habitudes alimentaires sur le long terme, pas avoir faim, avoir des aliments qui remplissent leurs objectifs et les bons apports, ça te demande d'avoir une flexibilité, oui, pour intégrer ce que tu as envie de manger, mais ça te demande aussi de supprimer certains aliments parce que finalement, ils ne sont pas intéressants et ils ne correspondent pas à tes objectifs. Et du coup, ça te permet de faire un peu le tri. Et vu que tu as beaucoup plus d'expérience que t'as de terrain, c'est-à-dire que pour toi, tu sais ce qui fonctionne mieux pour toi, bah maintenant, je peux être un peu plus directif dans le sens, bon, bah écoute, on descend les calories, etc. Je vois que ton plan alimentaire se respecte, tu as quelques variations, mais généralement, tu répètes quand même la même chose. Donc, c'est le plan alimentaire, le meal prep, c'est quelque chose qui est souvent problématique dans le sens où les gens se retrouvent avec un meal prep avec des aliments qui n'ont pas l'habitude de consommer, qui ne correspondent pas à leurs habitudes alimentaires et qui même parfois n'apprécient même pas, tu vois. Et ça, c'est compliqué parce que sur le long terme, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la personne va faire un plan alimentaire, enfin, va recevoir un plan alimentaire qui est sans doute celui que une centaine de personnes a reçu avant lui et il va juste appliquer les 3 œufs le matin avec un bol de porridge, à midi une portion de viande, une portion de légumes et une portion de riz. Et le problème, c'est qu'il va faire ça et puis après, il va se retrouver avec un repas ou un déjeuner au travail ou quelque chose comme ça et il va sortir de ce plan alimentaire. Et après, c'est ce concept de alimentation saine et alimentation malsaine ou alimentation objectif et alimentation autre. Et du coup, c'est ah bah j'ai fait un repas, bon bah je vais peut-être faire quelques jours où je mange ce que j'ai envie et après je me remets en selle et lundi je repars sur de la diète stricte comme avant, etc. Et on se rend compte que ça fonctionne pas, ça fait yo-yo, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir une flexibilité, mais après comme tu peux en attester aujourd'hui, c'est que bah, quand tu descends tes calories et que tu as un objectif, bah, tu te retrouves finalement dans un meal prep des choses que tu as choisies et qui reviennent sans arrêt parce que c'est plus facile pour toi de répéter quelque chose qui marche et de modifier petit à petit certains repas, etc. pour correspondre à tes objectifs. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin de te poser la question tous les jours et en particulier quand tu as faim de genre, alors, il me reste tant de calories, j'ai tant de protéines à consommer, qu'est-ce que je fais? Bon, bah pour les protéines, je vais me faire un shaker de prot. Après, je vais faire 10 grammes de Haribo, 2 galettes de riz, un peu de Nutella pour les lipides. Enfin, voilà, ça, c'est le genre de truc, c'est désastre assuré. Si tu commences à te dire le dernier repas de la journée, tu commences à le faire comme ça, c'est une catastrophe. Et
ça va être l'échec assuré, à mon avis. Alors, désolé, je suis parti sur des tangentes. Après, on me demande les calories des départ et la répartition en macros des départs et pourquoi ces choix. Bah, vas-y. Alors, mes calories de départ pour la sèche, c'était 1500 calories. Alors, je pense que là, c'est important quand même de dire que il faut jamais comparer son apport calorique avec quelqu'un d'autre parce que, un, c'est la dépression assurée et, et deux, le problème, c'est qu'on peut vraiment jamais savoir ce qu'une personne consomme réellement parce que il y a des trucs qu'on compte pas forcément et puis il y a le fait que bah, on n'a pas le même passé, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même adaptation à ces choses-là. Moi, je sais que j'ai un métabolisme qui s'adapte beaucoup et quand je dis mon apport calorique en fin de sèche, la plupart des gens me croient pas, ils me disent c'est pas possible, tu n'arrives pas à manger aussi peu, etc. Et je leur dis bah écoute, si je veux si je veux des quads striés, bah, c'est ce que je suis obligé de consommer et c'est vrai que c'est pas beaucoup de calories. Bref, donc ouais, effectivement, nos calories de départ n'étaient pas très grandes, mais il faut travailler avec. Là, on a descendu un petit peu les calories, mais déjà, on a fait un gros parcours sans y toucher vraiment pour l'instant. Donc, on a un petit peu de lisse, enfin un petit peu. On a quand même 1 heure de cardio lisse par jour sous forme de marche. On a les entraînements, on a le posing, mais tu évolues dans le bon sens. Donc, bah, pour l'instant, on n'est pas trop dans une zone trop compliquée, mais on a dû faire des changements pour quand même continuer dans ce processus de perte de poids. Et c'est vrai que c'est un apport calorique qui peut paraître un peu faible pour la plupart des gens, mais je pense qu'il y a des choses à prendre en compte comme ton passé, dans le sens où Ariana, il y a quelques années, c'était pas l'Ariana bikini que vous avez devant vous aujourd'hui. Et que du coup, bah, il y a forcément des adaptations, c'est des choses qui prennent du temps. Euh, du coup, aujourd'hui, ton corps, forcément, avec le déficit calorique et la perte de poids de ces années, eh ben, il y a une thermogénèse adaptative qui fait que bah, il réduit un petit peu ses besoins énergétiques pour potentiellement faire en sorte que tu reviennes un peu plus vite à un poids un peu plus important. Mais comme on l'a vu, quand tu reprends un petit peu de poids, ton apport calorique augmente aussi. Donc, voilà, les gens qui se disent ah ouais, mais mon métabolisme il est cassé, etc. Non, le métabolisme va aussi avec ton poids de corps et du coup, voilà, quand on est à un poids de corps qui est largement en dessous que tu étais il y a quelques années, bah, l'apport calorique est aussi en dessous de ce qu'il était il y a quelques années. Il était à combien ton apport calorique il y a quelques années, Ariane? Aucune idée, je ne comptais pas. Je ne comptais pas, c'était peut-être ça le problème. YOLO. C'est ça. En fait, j'ai commencé à compter peu avant de commencer avec toi. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi qu'on travaille ensemble. Donc, j'avais commencé, je pense que j'ai commencé quand j'ai commencé Bayesian, donc en début d'année 2020, à compter. Donc, avant, je ne sais pas du tout ce que je mangeais. Un bon italien que je suis, les pâtes, la pizza, voilà, ça y allait. La belle vie, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Pareil. Alors, je m'excuse pour les lunettes, mais c'est juste qu'il est tard et que la lumière là dans la tête, ça me flingue les yeux et après, je n'arrive pas à dormir. Donc, voilà, vous m'excuserez cette tête de Nevin des chantiers. Alors, ça, on a répondu tout à l'heure. Comment on gère ma diète en hors saison et du coup, à quel rythme je prends du poids tout de suite. Je sais pas, ça dépend quand tu vas à Lyon ou pas, en fait, non? C'est ça. Raconte-nous un petit peu tes petits Euh, péripéties. Tu vois, cette Nevin, année, je écoute, je suis allé m'arrêtais. à Lyon. Euh, il y avait pas mal de bonne bouffe et du coup, je me suis fait un petit peu plaise. Ok, Rihanna, mais du coup, aujourd'hui, un repas ou comment ça s'est passé? Ouais, voilà. Ou sinon, quand je rentre chez moi, c'est pas... quand je Ouais, rentre chez ma il mère, y a eu les c'est pas... vacances aussi avec
Il y a eu quoi? On a eu. C'était quand la dernière fois que tu es rentré en Italie? C'était il n'y a pas très longtemps, là. Non, c'est quand je suis partie en vacances cet été, enfin début d'été, je suis rentrée. Et le fait, c'est que sur les 2 semaines des vacances, je n'ai fait qu'une semaine où je me suis fait plus plaisir. La deuxième semaine, j'ai mangé avec mes apports normaux. Et j'ai dû prendre, je pense, sur les 2 semaines, 5 kilos, un truc comme ça. Après, la plupart de ces 5 kilos, je les ai reperdus dans l'espace de 10 jours, hein. Ouais. Non, mais Mais c'est sûr que ça, c'est une problématique intéressante dont on peut parler, c'est le contexte familial. Le fait que ta mère t'a toujours connu comme Ariana, bonne mangeuse et en surpoids, et du coup, l'alimentation qui va avec, en fait, c'est-à-dire antipasti numéro un, numéro 2, numéro 3. C'est-à-dire que avant d'avoir le plat principal, tu as déjà fait pâtes, pizza et ravioli, en fait. Donc, donc tu arrives pour le plat principal, tu es déjà ouvert en appétit. Et, en fait, avec ma mère, c'est un 10 000 calories challenge à chaque repas, tu mais vois. ouais, mais ouais. Euh, Ma mère, enfin, elle va pas faire autant de plats, mais c'est vrai que généralement, elle fait aussi des bons plats, et puis ça lui fait plaisir quand je mange, et puis elle fait toujours un dessert et des choses comme ça. Bon, maintenant, ça fait un moment qu'elle comprend que je fais quand même attention à ce que je mange, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était toujours difficile dans le sens où j'étais obligé de dire non, mais j'ai eu suffisamment. Là, enfin, je fais quand même attention, tu vois, genre je peux pas me permettre de manger comme un ouf alors qu'il est juste midi, etc. Et à chaque fois, la réponse des parents, c'est oh, mais enfin, tu vois, ça pourrait être ah, bah, on ne te voit pas souvent, ça me fait plaisir, j'ai cuisiné ça pour toi, tu peux le faire juste une fois, enfin, tu vois, tu feras attention le reste du temps, etc. Et le problème, c'est que les parents, ils comprennent pas trop ce. Enfin, c'est pas que les parents, hein, c'est tout le Ouais, monde. c'est vrai. C'est que le concept de juste une fois, ça fonctionne pas, en fait. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, le juste une fois, ça peut être en fait la porte d'entrée à juste une semaine ou 2 semaines de malbouffe parce qu'on s'est dit ah bah vu que j'ai craqué une fois, bah autant me faire plaisir, autant encore me faire plaisir sur tous les repas à la suite. Et le problème, c'est que quand on veut instaurer des bonnes habitudes alimentaires, il faut que les habitudes elles soient sans arrêt répété à chaque repas avec un objectif précis, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des repas familiaux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la flexibilité dans son approche, etc. Mais il faut voir après si ça vaut vraiment le coup par rapport à tout ce qu'on a mis en place, parce que, comme tu l'as dit, un repas vraiment abusé peut vraiment effacer euh, quelques semaines de déficit calorique. Enfin voilà, si tu as 100 calories de déficit calorique par jour, tu te retrouves avec 700 calories de déficit par semaine. 700 calories de déficit, c'est pas énorme, hein. C'est quelque chose que tu peux rattraper très très rapidement sur un repas. Donc, imaginons 3 semaines, c'est-à-dire 2100 calories déficit sur l'espace de 3 semaines, sur 21 jours. C'est quelque chose qui, si vous mangez une pizza, des raviolis saupoudrés de limoncello avec une pizza Nutella en dessert, etc. C'est un truc qui s'efface vraiment en un claquement de doigts, quoi. Et les gens ne le comprennent pas. Et 3 semaines d'efforts de déficit calorique effacés en une journée, bah, ça fait mal en vrai. Parce que, parce que le lendemain, entre l'espèce de dépression qu'on a de se dire ah, quels sont les dégâts que j'ai faits, est-ce que ça vaut le coup que je sois drastique? Ça met toutes les problématiques de genre, ah bah, du coup, maintenant, je mange pas pendant 3 jours. Enfin, le genre de truc qui marche pas non plus, parce qu'après, ça va être enfin, l'instauration de troubles un peu alimentaires. Bref, pas évident. Mais leur saison, pour en revenir, le mieux, c'est de considérer que la compétition, c'est pas la date de la fin de la prep, c'est vraiment la plupart des gens conseillent d'avoir autant de temps pour la prep que de temps de reverse diet hors saison derrière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter les calories exactement à la même vitesse que la préparation et le déficit calorique qui a été mis en place pour arriver à cette composition physique. Généralement, ça va beaucoup plus vite, mais ça veut aussi dire que tu ne peux pas revenir directement à un surplus calorique de 50%
les 2 semaines d'après, parce que là, tu risques de faire beaucoup de gras. Et d'après ce qu'on sait au sujet de la composition physique, quelque chose qu'on appelle le P-ratio, c'est-à-dire en fait le ratio entre le gras et le tissu maigre, donc en particulier les muscles. Et en fonction de la variation, c'est plus intéressant quand tu es sec de prendre du poids doucement parce que potentiellement ce P-ratio est avantageux et du coup tu vas potentiellement, quand tu gagnes des kilos avec un pourcentage de masse grasse faible, tu vas potentiellement prendre plus de masse musculaire que quand tu es très gras et que tu as un P-ratio qui est un peu défavorable, en partie par un système qui est inflammatoire, ou tu as un profil hormonal qui n'est pas aussi intéressant. Et du coup, ce n'est pas forcément quelque chose qui est conseillé d'avoir un haut pourcentage de masse grasse et d'essayer quand même de prendre du muscle. Il vaut mieux souvent revenir sur un pourcentage de masse grasse plus intéressant pour repartir sur une prise de muscle, un lean bulk, ce qu'on appelle. Et c'est un peu la même chose post-compétition, quoi. Je respire. Si tu vas boire, boire un coup. Et, après, on me demande si on a déjà procédé à des tests sur moi, genre recharge glucidique, jour haut ou bas en glucides. On avait fait des trucs de jour haut, mais en hors saison, pas en prépa. Ouais, on avait fait on avait fait des carb up, mais on n'a rien fait parce que tu n'as jamais été à une composition corporelle qui nous permette de vraiment voir l'impact d'une déshydratation ou d'un carb up. Je rappelle que c'est des choses qu'il faut faire vraiment quand l'athlète est vraiment, vraiment sec, sinon ça ne sert pas à grand-chose à part se faire plaisir et se dire « Ah ouais, j'ai fait une peak week ». Mais ouais, on avait fait quelques recharges. Je me rappelle plus trop bien du contexte dans lequel on l'avait fait. Je pense qu'en fait, j'ai saturé un petit peu, mais c'était plus psychologiquement au niveau de la diète et que du coup, Ouais, je t'avais demandé de faire une sorte de diet break ouais, et du coup, tu ça m'avais y est, je me proposé rappelle. ça à la place. Ouais, et on avait fait, je crois qu'on avait fait 3-4 jours haut en glucides et extrêmement bas en lipides pour limiter la prise de gras. Et je pense que ça avait débloqué quand même quelques trucs après pour repartir sur un déficit calorique par la suite. T'avais pas pris, t'avais pas pris de poids, donc c'était assez intéressant parce qu'on avait fait quand même des jours qui étaient assez hauts en termes de calories, hein. On était à quelque chose comme 3000 quelque chose, non? Ouais, je pense. Ouais, c'était ouais. Maintenant, exactement, je me souviens plus, mais c'était haut. Ouais. C'était haut quand même. Donc ouais, c'était intéressant. C'est des choses que j'ai fait sur moi-même quelques fois, en particulier quand j'étais très sec, d'avoir des jours très très hauts en glucides et extrêmement faibles en lipides. Je parle de entre 10 et 20 grammes de lipides qui sont associés aux glucides et aux protéines qu'on mange, mais rien de plus parce que toutes les lipides qui vont être ingérés sur ces journées-là vont être convertis de toute façon en triglycérides, triaglycérides, triaglycérol, bref. Pas, et du coup, ouais, c'est ce qu'on veut limiter. Et moi, ça m'aidait pas mal à me sentir plus plein, plus performant à la salle. Alors, je ne dis pas que c'est vérifié, hein, c'est sans doute totalement placebo, mais ça me permettait d'avoir quand même un jour haut et je sais que ma composition physique ne bougeait pas du tout, alors que l'apport calorique était très important. Donc, je voulais voir si c'était un peu la même sur toi et c'est vrai que tu avais répondu plutôt bien. Ouais. Et après, on nous demande des tips pour gérer la faim et la fatigue. La Ok. fatigue dort. Ah, t'écoutes Tu plutôt. m'as tu m'as pris au vol, mais effectivement, c'est vraiment le truc qui limite m'énerve en fait. Genre les gens qui me disent ouais, je suis fatigué, etc. Ouais, bah pourquoi? Bah je sais pas, je comprends pas. Pourtant, je fais pas grand-chose en ce moment. Ok, tu dors combien? Ah bah ouais, j'avoue, je dors pas trop, ouais. Ouais, peut-être 5-6 heures en ce moment. Ah ouais, bah écoute, déjà commence par ça, hein, ça va tout résoudre. Et le pire, c'est que
ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que le fait de dormir va aussi t'aider énormément en termes de faim, en fait. C'est-à-dire que plus tu dors, et aussi moins tu vas avoir faim, moins tu vas essayer de manger. Ton corps, tout simplement, quand tu manques de sommeil et que tu es en plus éveillé, bah, ton corps il va trouver des activités à faire. Et manger, ça fait partie de ces activités de plaisir immédiat et ça va pas rentrer dans tes objectifs de long terme. Donc, ouais, déjà, rattrape le sommeil aussi dont tu manques. C'est la première étape. Dors suffisamment. Et après, pour ne pas avoir faim, déjà, je pense que le fait de dormir va t'aider, mais il faut manger suffisamment de nourriture. Et quand je dis suffisamment de nourriture, c'est pas forcément en termes d'apport calorique, mais c'est aussi en termes de volume alimentaire. J'ai fait des vidéos là-dessus sur le volume alimentaire. En fonction de la sélection de ces aliments, sélectionner des aliments qui ont une faible densité calorique, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cet aliment pour peu de calories. Pour en citer quelques-uns, les fruits et légumes, qui sont quand même la base pour avoir pas mal de volume dans son assiette sans avoir beaucoup de calories. Donc, mangez-en plus. Je pense que c'est un truc sur lequel tous les nutritionnistes, diététiciens, holistiques ou pas, vont s'accorder. Enfin, non, c'est vrai que maintenant, certains légumes sont dangereux d'après ce que j'ai vu. Mais bon, si vous tolérez les légumes que vous mangez, vous pouvez en manger et ça va vous aider justement à avoir moins faim. Après, il y a d'autres aliments avec une faible densité calorique comme les produits laitiers 0%. Vous pouvez faire de la gelée, vous pouvez faire il y a plein de types. Il y a les pâtes de konjac, par exemple, qui sont aussi une astuce qui permet de rajouter du volume dans vos repas. Voilà, toutes ces choses-là, les blancs d'œufs aussi, beaucoup de volume pour peu de calories. Et en plus, c'est des protéines. Voilà, c'est le genre d'aliments qu'il faut intégrer pour éviter d'avoir faim. Tu fais encore la soupe de tomates ou... Non, pas maintenant parce que bah, il faisait chaud et c'était encore l'été. Mais là, tu Ça vas va la être... refaire. Et là, pour l'hiver, du coup, oui. Mais en fait, Voilà, pareil. pour moi, l'été, c'est l'idéal parce qu'il y a beaucoup de fruits qui Ouais, sont. Genre, la pastèque, moi, je peux ouais. manger une tonne de pastèque et c'est très faible en calories, un gros volume. Bah, là, l'été, c'est fini, la pastèque aussi. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Mais par exemple, moi, là, les 1500 calories, j'ai jamais souffert la faim. J'avais même pas l'impression d'être Parce que tu un. t'organises bien sur tes repas. Et honnêtement, même avec la baisse, là, depuis une semaine, niveau faim, je n'ai pas. Je pense le ressentir un peu plus au niveau de la fatigue, parce que je dors plus. Je m'applique pour dormir plus. Et je le ressens un peu plus sur mes entraînements, sur la fatigue avec l'entraînement et Ouais. sur la fatigue en fin de semaine, mais pas sur la fin. Franchement, la fin, j'arrive encore à, malgré la baisse, j'ai fini ma journée, je suis bien. Après, tu me mets et tu me dis mange tout ce que tu veux, je pourrais manger beaucoup plus. Ah, mais bien Mais sûr. c'est pas, voilà, c'est plus pour plaisir qui est par faim réel. Donc, Ouais, c'est sûr que quand tu baisses tes calories, bah, ça va être un autre facteur, ça va être un stress supplémentaire pour ton organisme dans le sens où il va devoir trouver d'autres ressources. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est que bah, les ressources, c'est ton tissu adipeux et c'est ça qu'il doit utiliser. Et c'est coûteux en énergie. Et du coup, bah, c'est vrai que tu as quand même au bout d'un moment cette sensation de j'aimerais bien manger un petit peu plus, je manque un petit peu d'énergie, même quand tu dors suffisamment, quand tu arrives en fin de prep, bah, tu as un peu cette fatigue, tu as un peu moins envie de bouger parce que bah, tu as encore une fois cette adaptation et ton corps qui limite bah, ton NEAT, hein, qui est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc encore une fois une thermogénèse adaptative en fonction de ton apport calorique. Et pour revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte, surtout les gens qui sont en surpoids, de la densité calorique de leurs aliments. Tu vois, genre, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir, tu vois, genre, ces dernières années en me disant ouais, mais je mange pas beaucoup, etc. Et tu vois que le matin, ils font une pâtisserie avec un Starbucks, tu vois, genre, le truc, c'est 450 calories le café avec, tu vois, un muffin ou un truc comme ça qui fait pareil
400-500 calories. Donc déjà, tu démarres la journée, tu n'es pas loin des 1000 calories. Bon, j'abuse un petit peu, peut-être 800 calories ou quelque chose comme ça, mais 800 calories pour un petit déjeuner où tu as l'impression de ne pas prendre de petit déjeuner, ça fait mal. Et du coup, après, ça peut être limite, tu vois, genre un sandwich triangle et un paquet de chips, pareil, c'est monstrueux, on se rend pas compte, mais un paquet de chips, tu vois, je te dis ça, mais je suis sûr que ça fait au moins 2 ans que tu n'as pas mangé de chips. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est des trucs que beaucoup de gens consomment et ils ne se rendent pas compte de l'apport calorique que ça représente. Pour 100 grammes de chips, mais bon, 100 grammes de chips, c'est quand même beaucoup, mais un petit paquet de chips de 50 grammes, c'est rien. Et pourtant, en termes d'apport calorique, c'est énorme. Tu manges ça, enfin, c'est vraiment une entrée, quoi. Alors qu'en vrai, l'apport calorique, c'est l'apport calorique d'un de tes repas en ce moment, tu vois, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont mal comprises et on ne se rend pas compte que bah, la densité calorique d'un aliment, c'est très important, en particulier quand vous avez des objectifs. C'est comme ça qu'on met une diète ad libitum en place. On sélectionne en fait les aliments en fonction de leur densité calorique et de leur rapport calorique aux 100 grammes d'aliments. Prochaine Euh, question. alors, je pense que pour toi, sont... on a fait le tour. Non, du coup, il y avait juste si tu mettais en place plutôt un déficit agressif ou progressif. Mais du coup, je pense que tu Bah, t'adaptes un peu à la personne. Enfin, pour moi, c'était peut-être ouais, un peu agressif au départ, mais après, ça bah, c'est restait. ça. Généralement, je suis toujours plus agressif au départ euh, parce qu'il y a plus de motivation initiale. Deuxièmement, ça te permet d'avoir des résultats plus rapides. Et une personne qui a des résultats, bah, c'est une personne qui adhère souvent à la démarche. Et ça, c'est important parce que si la personne, elle fait des efforts et qu'elle n'a pas de résultats, bah, souvent, c'est compliqué à lui demander de continuer dans cette voie. Et dernièrement, bah ouais, enfin, quand on a démarré, tu avais plus de tissu adipeux que maintenant, mais là, maintenant, on ne peut pas se permettre d'être agressif. Enfin, on est déjà agressif d'une certaine manière parce qu'on se prépare pour une compétition. Donc, enfin, là, la plupart des gens qui te voient, ils se disent mais pourquoi t'es en déficit calorique, Ariana? Tu vois, genre, t'as pas besoin d'être en déficit calorique. Non, mais vraiment, pour la personne lambda qui te voit, enfin, ça n'a pas de sens d'être en déficit calorique. Enfin, la plupart des gens qui te voient, ils se disent mais moi, j'ai envie d'être comme toi. Pourquoi tu es en déficit calorique? Mais toi, tu te prépares pour une compétition, donc c'est différent. Et voilà, on est obligé d'aller dans des extrêmes, entre guillemets, pour arriver à une condition physique extrême qui, je le rappelle, une condition physique de compétition, c'est pas quelque chose que vous pouvez maintenir toute l'année. C'est pas possible. Moi, j'aimerais bien être sec comme ça toute l'année, mais c'est juste que je peux pas. Je suis obligé d'investir trop de temps entre le cardio, parce que malheureusement, encore une fois, moi, je suis obligé de descendre très bas les calories. Donc, à un moment, j'ai pas envie de descendre plus bas, donc je suis obligé d'augmenter mon activité physique via de la marche, donc ça prend du temps. Voilà, c'est des choses qu'on peut, enfin, c'est des compromis que je peux pas faire parce que mon travail, c'est pas seulement être sec et faire des photos. Il y a des gens, c'est le cas. Et dans ce cas-là, ils peuvent investir plus de temps et faire plus de compromis dans ce sens-là. Mais pour la plupart des communs du mortel, c'est pas le cas. Donc voilà, on peut pas faire autant de compromis tous les jours, manger aussi peu et maintenir cette condition physique de compétition. Ouais, ça engendre aussi des compromis au niveau de la vie sociale. Donc, c'est pas juste au quotidien et ce qu'on mange, ce qu'on a dans l'assiette au quotidien. Ça, je pense que c'est un ensemble, c'est une vie sociale, de famille aussi à- qui prend un coup avec une prépa. Donc, Moi, j'ai pas de vie de famille, mais, oui, mais c'est mais une vie ouais, sociale, ouais, mais bien, ouais, non. même pas. Je sais pas. Bah, franchement, je rigole, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai pas mal bossé. Je peux le dire que j'ai eu peu de vie sociale ces deux dernières années parce que je me suis concentré sur ce que je fais et que j'ai pas mal de projets que je veux développer. Mais voilà, encore une fois, c'est un compromis que je fais parce que j'ai certains objectifs. Et toi, tu fais des compromis par rapport à ta vie sociale et familiale parce que tu as aussi des objectifs. Et
voilà, on a un temps limité par jour, on a tous 24 heures, c'est quelque chose sur lequel on est tous égaux. Et du coup, comment on organise nos journées dépend de ce qu'on veut faire dans la vie. Et c'est quelque chose qui est parfois un peu, je dirais pas mal compris, mais les gens se rendent pas compte en fait qu'on est tous dans la même situation. Et tu sais, les gens, c'est genre, ah ouais, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça, etc. Ouais, mais parce que tu décides de faire autre chose dans ta journée, en fait. Tu peux pas effectivement avoir travaillé 10 heures par jour au taf, aller prendre un verre après le taf avec tes collègues, regarder 2 heures de série par jour et en plus avoir un training 3 fois ou 4 fois par semaine. Enfin, c'est possible, mais c'est des choses que tu dois te forcer à faire en fait. Tu vas pas te retrouver à un moment, oh, j'ai 3 heures dans ma semaine qui ont juste apparu comme ça du jour au lendemain et du coup, je peux commencer à m'entraîner. Non, c'est toi qui dois prendre la décision de créer cet espace-temps et t'entraîner ou faire autre chose. Ouais, c'est ce que j'entends souvent, les gens qui me disent, j'ai pas le temps. Genre, quand je leur dis, mais même en tant que kiné, je leur dis de faire du sport pour leur santé, tout simplement, et qu'ils me disent, j'ai pas le temps. Et du coup, quand je leur explique, c'est juste une question de priorité qu'on se met dans la vie et qui est, si moi j'arrive, moi je suis pas meilleure que quelqu'un d'autre, je suis juste plus organisée que quelqu'un d'autre et j'ai choisi mes priorités, bah, je dis, moi, si je peux le faire, et si pour le faire, je dois me lever à 5 heures le matin, je me lève à 5 heures le matin. Je me coucherai à 21 heures le soir. mais, Mais un truc mais facile pour les gens souvent qui pensent ne pas avoir de temps, c'est OK, combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour, par exemple? Tu as juste à regarder dans les applications maintenant qui te donnent ton temps d'écran moyen quotidien. Et quand tu regardes, il y a des gens, c'est genre 5 à 6 heures de temps par jour sur leur téléphone. Alors que c'est pas leur taf, tu vois. Genre, c'est pas leur taf d'être sur le téléphone et pourtant ils passent autant de temps. Et quand tu dis ça, tu te dis, mais tu te rends compte que 6 heures, c'est un quart de ta journée. Et encore, si tu enlèves tes 8 heures de sommeil hebdomadaire, ça fait que tu passes vraiment une grosse partie de ta vie sur ton téléphone. Donc, est-ce que ça t'apporte ce dont tu as besoin ou est-ce que ça te rapproche de tes objectifs? Alors, je ne sais pas, tu vois, si tu es créateur d'applications ou j'en ne sais rien, peut-être. Mais si tu es quelqu'un qui a un travail à côté, tu vois, par exemple, un kiné qui passe 6 heures par jour sur son téléphone et qui n'a pas de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, tu vois, à mon avis, il y a une couille dans le pâté. donc voilà, du coup, là, je me relie aux questions qui me demandent comment j'arrive à jongler Elle est aussi belle. la prépa, entre la prépa et ma vie professionnelle et familiale. C'est juste de l'organisation, en fait. C'est encore une fois choisir ses priorités et organiser sa journée en fonction. Mais ça, même avant la prépa, je m'entraîne 6 fois par semaine. Donc, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui peut m'aider à gérer la partie familiale le matin, ce qui me permet de m'entraîner. Et après, par la suite, c'est moi qui enchaîne sur les après-midi avec les enfants. Mais au moins, moi, j'ai mon moment à moi les matins. Et après, pour ce qui concerne la prépa, c'est juste, pour l'instant, la seule différence, c'est une baisse dans mes calories par rapport à mes habitudes autres. Donc, j'ai pas beaucoup, enfin, en tout cas pour l'instant, et je ne suis pas encore à la fin de la prépa. Je sais que la fin de la prépa, ça va être plus dur parce que je vais être plus fatiguée, je vais avoir plus froid, je vais être plus énervée. Déjà que normalement, je m'énerve facilement. Donc, voilà, mais après, sous la partie vie sociale, étant donné que j'ai 2 enfants au bas âge, je n'ai pas cette vie sociale de folie, même en dehors de ma prépa. Donc, les restos et tout, ça ne m'écoute pas. Enfin, ça me manque pas tellement. Et encore, pour l'instant, je peux arriver à en faire avec des choix alimentaires qui vont avec. Et c'est sûr que je ne vais pas manger une pizza qui fait le total calorique que j'ai sur la journée. Donc, Ouais. mais Quand on après, n'a pas beaucoup de calories, ça va vite, hein. moi, j'ai une pizza comme total calorique actuel à peu près. Donc,
C'est sûr que c'est pas très intéressant niveau gestion de la faim après. Mais donc, pour moi, c'est juste une question d'organisation. On me C'est demande marrant comment parce que je tu vois, par vis. exemple, la pizza, c'est vraiment l'aliment que j'aime bien, mais que je mange jamais en fait, parce que juste enfin, c'est totalement impossible à intégrer à une diète si tu comptes ou tu vois, si as un apport calorique dédié. Parce que généralement, tu vas pas manger juste un quart de pizza, quoi. Enfin, tu as envie de te faire une pizza, etc. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ça devient délirant. Bon, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vraiment rare. C'est pas quelque chose qui fait partie de mes habitudes. C'est vraiment quelque chose où je vais me retrouver dans un contexte où j'ai envie de me faire une pizza ou enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'intègre dans mes habitudes parce que enfin déjà je tolère pas forcément extrêmement bien le gluten, donc avoir un gros apport en gluten comme ça, généralement ça me fait un petit peu mal au ventre, mais ouais c'est pas quelque chose généralement que je considère dans mes options quoi. Bon, voilà. Après, on me demande comment je vis la prépa avec mon mari et mes enfants, donc fatigue, libido, et frustration vis-à-vis de la nourriture et si ma famille s'adapte à ça ou pas du tout. Pour l'instant, pour le stade où j'en suis aujourd'hui, je n'ai pas de souci, à part voilà, la fatigue, j'ai commencé à la ressentir cette semaine. Avant, je n'avais pas, donc là, je suis arrivée en fin de semaine, j'étais explosée. Vendredi, j'étais explosée. Mais à part ça, donc peut-être que voilà, je suis un peu plus, je m'énerve un peu plus vite du coup quand je suis fatiguée. Mais à part ça, frustration vis-à-vis de la nourriture, je n'ai pas parce que, j'arrive malgré tout à garder encore quelques plaisirs pour l'instant, ce qui me fait que j'ai pas de frustration et de toute façon, ce que je mange, c'est des trucs que j'aime donc j'ai pas trop de frustration et Attends, tu parlais de la bouffe ou de la libido là, tu m'as perdu. de la bouffe. Et la libido, pour l'instant, bah, il y a pas de j'ai pas de souci là-dessus. À voir en fin de sèche. Donc pour l'instant, j'ai pas de baisse de libido, donc à voir en fin de sèche. Mais donc voilà. Du coup, là, j'enchaîne sur les questions qu'on m'a posées. Où est ma compétition? On ne sait pas encore parce qu'on ne sait pas encore laquelle on va faire. Donc j'étais Celle qui partie n'est pas sur annulée. celles qui vont pas être annulées, voilà ça. Au départ, on était parti sur une compète, qui est, mi-décembre. On avait parlé d'en faire une en novembre qui a été annulée, éventuellement et du coup, voilà, le problème, c'est qu'en France, les compétitions en MPC, et c'est celle que je veux faire, il y en a 2 au mois d'octobre, dont une en début du mois et l'autre à la fin du mois. En novembre, il y a rien parce que du coup, celle de novembre a été annulée et après, il y en a 2 en décembre. Donc à voir. Bah, en tout cas, au plus tard, ce sera celle, je pense, du 11 décembre que je vais faire et éventuellement celle du 18 et parce qu'il y a une régionale, du coup, les 11 décembre à Bordeaux et il y a une, pro qualifier, je me souviens plus où. Ah oui, à Metz. Parce que Ariana, elle vise haut. Metz. Il y a un Metz, un pro qualifier. Non, mais en fait, cette année, ils ont comme c'est la première année des compétitions MPC en France, en fait, n'importe qui participe à une régionale en France a accès directement au pro qualifier, enfin, à un pro qualifier de son choix dans toute l'année qui suit. Donc on s'était dit de toute façon, c'était intéressant d'enchaîner, plusieurs compètes pour profiter du coup de la shape qu'on avait construit et apporter juste les petites modifications, selon le retour des juges et du coup, bah, vu qu'il y a un pro qualifier le 18 décembre, ça pourrait être intéressant de faire celle-là et donc à voir du coup comment mon corps évolue et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et on me demande si je compte, enfin, si je vais concourir avec des personnes dopées, il y a des chances parce qu'il y en a, je Oui, pense, je dans toutes pense. À les partir du moment où tu fais une compétition de bodybuilding,
Il y a quand même des Voilà. chances que tu sois avec des gens qui se Et dopent, est-ce quoi. que moi, je compte aller à Nati ou pas? Oui, tout à fait, absolument à Nati. Euh, Même si cette semaine, j'ai eu un commentaire sur mon évolution que j'avais publié sur Non. Insta et qui m'ont dit ah non, mais c'est sûr qu'elle prend quelque chose ou pas. Waouh. Ça, c'est trop bien, ça. Moi, ça m'est arrivé que quelques fois, mais à chaque fois, je suis trop content. Je suis genre, merci. Donc voilà. Mais non, absolument, Nati, j'ai pas envie de toucher à ma santé pour ça. Pour moi, ça reste. Enfin, le bodybuilding, ça fait partie maintenant de mon hygiène de vie. Mais la compète, ça reste un jeu pour moi, ça reste un petit défi perso que je me suis lancé. Donc, non, je ne vais pas Ouais. me Tu veux pas que la compète prenne le pas sur ta vie et l'affecte de manière négative. Déjà, comme tu en as parlé tout à l'heure, il y a forcément des compromis à faire. Il y a un impact d'une certaine manière sur ta vie familiale parce que bah, tu as pas mal de choses à faire. Bon, tu arrives à le caler sur ta journée et après, tu es tranquille. Mais voilà, tu as quand même un conjoint qui t'aide pour te permettre de faire ça et voilà, c'est quand même beaucoup de choses à mettre en place. Ça te demande aussi moins de flexibilité, bah, surtout en fin de prépa, j'en sais rien, tu vois, si tu as un repas entre amis, etc., bah, tu vas sans doute te ramener avec ton Tupperware et voilà, c'est des compromis à faire, mais voilà, faut quand même le prendre en compte. Ouais. Après, on me dit si j'ai pas peur de subir de la triche, étant donné qu'il y a des fois des juges qui sont aussi coachs et que du coup, bah, forcément, il y a du favoritisme. Alors, apparemment, dans les compètes NPC, ça n'arrive pas parce que c'est interdit. Enfin, les coachs ne peuvent pas, les juges qui sont là et qui sont coachs ne peuvent pas amener leur athlète sur ces compétitions, enfin, sur les compétitions où ils sont parmi les juges, alors qu'apparemment, un IFBB, c'est ce qui arrive assez souvent. Et donc, oui, mais de toute façon, dans n'importe quel jeu, il y a. Enfin, Ouais. c'est toujours, ça fait partie du jeu et Ça sera amène. toujours, ça sera effectivement toujours le problème. Enfin, de toute façon, même quelqu'un qui veut pas être biaisé sera biaisé inconsciemment. Il faut juste faire en sorte, pour les compétitions, d'avoir un système de points qui soit représentatif de l'athlète et pas représentatif des préférences du ou des juges. C'est pas toujours évident à mettre en place, mais je pense que c'est important s'ils veulent continuer à avoir des gens qui se présentent et pas devoir passer par un coach pour gagner des compétitions, quoi. Après, enfin, je pense que les problèmes des favoritismes, on les a dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est pas que dans la compète. C'est comme quand tu vas chercher un poste pour ton travail. Tu as toujours celui Ouais. qui est pistonné. C'est comme Oui, ça fait partie de la vie. Enfin, c'est pas juste, mais ça fait partie de la vie maintenant. Donc, mais c'est la réalité, ouais. Ouais. donc, je pense que moi, le but, c'est d'amener le meilleur package que je peux amener et après, ben, on verra bien. Parce que du coup, on me demande si j'y vais dans l'optique de gagner ou uniquement pour l'expérience. Et On est pour là me pour montrer. gagner, nous. Je dis de base, j'ai commencé la prépa pour un défi personnel, pour me montrer que malgré mon non plus jeune âge, malgré mes 38 ans et 2 grossesses derrière et une vie assez remplie, je peux le faire. Donc, je le fais de base pour moi. Et, mais ensuite, ça reste une compétition et que si tu arrives à te placer, tu es toujours contente, quoi. Donc, si tu n'y Non, arrives mais pas, ça, en fait, c'est pas grave, mais si tu arrives à faire un placement, bah, ça récompense aussi ton travail. Donc, ça prend le pas. De toute façon, tu te prends au jeu et tu as envie de performer. Tu fais tous ces sacrifices, entre guillemets, et tu t'investis autant de temps dans une prépa. T'as pas envie de le faire juste pour faire une compétition, parce que sinon tu peux y aller avec une shape dégueulasse et dire ah bah j'ai fait une compétition. Ce que tu veux, c'est présenter ton meilleur package et tu te prends au jeu et après tu te dis bah tant qu'à faire, pourquoi pas essayer de faire la meilleure place possible, quoi.
Ouais, effectivement. Donc, voilà. Si tu gagnes, tu vas pas dire, ah bah non, je laisse la deuxième. Merci, je l'ai fait juste pour moi. Et après, on me demande, bah, ça c'est facile, comment je gère mon cardio en plus de mes entraînements muscu. Bah, je me lève tous les matins et je vais marcher. Après, j'ai la chance d'avoir un beau décor pour aller marcher, et ce qui rend la chose plus agréable. Après, je sais que par contre, avec l'hiver, ça va être plus difficile parce que les journées sont plus courtes. Les jours, les soleils sortent plus tard et du coup, j'aurai pas le temps d'y aller les matins. Donc, c'est ça, mon tapis sur la terrasse. Ça va être moins glamour que le bord de mer. Mais voilà, après, je me lève tôt les matins et j'y vais. Mais après, j'ai pas trop de difficultés à me lever tôt les matins non plus. Ouais, mais ce qui serait bien, c'est que tu dormes aussi un petit peu plus. Je me couche plus tôt maintenant. Ok, c'est bien. Je suis content. Voilà. Est-ce que j'ai peur d'éventuellement développer des TCA en post-prépa? Et est-ce que Nevin va m'accompagner dans les post-prépa? Mais surtout dans les post-prépa. Ah bah, c'était un problème, enfin, c'était une peur que dont on avait déjà parlé. Enfin, pas de développer des TCA, mais la gestion du post-compète, quand on voit qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui font souvent des crises d'hyperphagie après ou des trucs similaires. Et c'est vrai qu'en fait, tant que tu as un objectif, tu arrives à te tenir au fait de manger pas beaucoup ou toujours la même chose. Et dès que tu te dis, bah, j'ai plus cet objectif défini dans le temps, tu as peur un petit peu de partir dans tous les sens. Donc, je t'avais dit, enfin, moi, la seule crainte que j'avais par rapport à ma prépa, c'était pas la gestion de la prépa, c'était la gestion du post-prépa au niveau alimentaire. Mais après, je sais qu'il était là et que tu vas m'accompagner en ça. Donc, Bah, c'est une question intéressante parce que ça fait vraiment partie du monde de la compétition et je pense que malheureusement, quand on va dans des extrêmes et que on prive son corps pour les compétitions, c'est toujours très déstabilisant et c'est toujours très compliqué à gérer en post-compétition. Donc, ce qui est intéressant quand tu travailles avec quelqu'un qui a de l'expérience, c'est que bah, tu peux utiliser son expérience pour éviter de faire les erreurs que cette personne ou que les personnes qui l'a coaché ont pu faire par le passé en essayant de pas se retrouver dans la même situation. Euh, le problème, c'est que tout le monde est différent et même si je te donne tous les outils et tout ce qui est nécessaire pour toi en te préparant, en t'expliquant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça ne veut pas dire que à 100%, tu vas pas avoir des moments qui vont être difficiles en post-compétition. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter dans le sens où ça fait partie d'une certaine manière d'arriver à cette composition physique en fait. Et du coup, tu vois, je te dis ça parce que j'ai travaillé avec un athlète il y a pas longtemps qui s'est préparé pour une compétition. Et c'était la première fois qu'il faisait une prep. Et du coup, il a commencé à avoir un peu les symptômes d'une composition physique un petit peu extrême au fur et à mesure. Et je l'ai préparé au maximum en lui expliquant que c'était normal, enfin, qu'est-ce qu'il devait faire par rapport à son alimentation, qu'est-ce qu'il ne devait pas faire. Je lui ai donné beaucoup d'outils, etc. Et ça ne l'a pas empêché de partir dans des travers où il s'est retrouvé, tu vois, des journées à faire de l'hyperphagie, à manger à outrance et me dire ouais, voilà, enfin voilà comment c'est en train de se passer. Et le problème, c'est que il n'avait pas appliqué certains trucs que je lui avais dit d'appliquer parce que il se disait non, mais juste avec ma volonté, je vais réussir à gérer en fait cette période en fait. Je lui disais, tu peux pas avoir certains aliments chez toi. C'est pas possible en fait. Dans ces périodes-là, tu peux pas avoir un pot de 4 kilos de Nutella, d'avoir du granola, d'avoir du chocolat, des choses comme ça. Et tout ce qui est passé dans ces crises, c'est exactement ça. C'est tous les trucs qu'il avait chez lui et que je lui ai dit qu'il pouvait pas avoir chez lui parce que
en fait, dans ces circonstances-là, la volonté, tu peux pas te reposer sur la volonté, en fait. Euh, la volonté, c'est quelque chose de limité. Quand tu es fatigué, quand tu en as marre, etc., euh, tu peux pas juste te dire, ah bah non, c'est pas possible. Tu vas commencer à manger et tu vas pas t'arrêter, en fait. Ce qu'il faut, c'est se retrouver dans un contexte où tu as les aliments qui correspondent à tes objectifs, que tu manges suffisamment pour pas avoir faim et ne pas te retrouver dans une situation où tu ouvres le placard et tu te regardes dans les yeux avec ton chocolat, en fait, et qui te dit coucou. Et donc, en fait, tu prends ton sel, il te dit coucou, comme ça. Tu refermes le placard une fois et tu vas le faire 20 fois. Et la 20e fois, tu vas prendre le chocolat et tu vas le démonter, tu vois. Et le problème, c'est que bah, ça, c'est aussi, encore une fois, la porte ouverte à d'autres problématiques. Il y a aussi tout le concept dont j'ai parlé un petit peu avant des aliments sains, aliments malsains. Si dans ta diète, tu n'as aucun aliment qui te procure du plaisir et que tu considères que tous les aliments plaisir, c'est des aliments que tu ne peux pas avoir, il y a un moment ou un autre où tu vas manger un aliment plaisir et tu vas perdre pied et tu vas commencer à dire bah faut que je mange un maximum d'aliments plaisir avant de revenir sur une diète saine qui correspond à mes objectifs. Et ça encore, c'est des problématiques qui engendrent parfois des problèmes qui durent pas mal de temps. Mais oui, les TCA, c'est clairement un problème. C'est un problème pour la plupart des compétiteurs. Certains en parlent, certains en parlent pas, mais je pense qu'il y a peu de personnes qui arrivent à avoir une vraie composition physique de compétition, en particulier les premières fois, sans avoir certains troubles. Alors, voilà, si ça se manifeste sur quelques jours ou une courte période, ça peut arriver. Après, si c'est quelque chose qui engendre des vrais troubles du comportement alimentaire sur des très longues périodes, là, c'est beaucoup plus compliqué et du coup, il y a beaucoup de choses à revoir et sans doute l'approche initiale n'était pas bonne. Mais oui, c'est des sujets compliqués qui sont individuels aussi, qui vont dépendre du passé de la personne, qui vont dépendre de ce qu'on met en place. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais te donner absolument tous les outils pour te permettre de ne pas tomber dans ces travers. Et après, il faudra les appliquer et voir aussi quand ça nous arrive, comment tu réagis et comment moi, je te guide un peu dans cette phase-là pour faire en sorte que tu t'en sortes le mieux possible et pas avec des problèmes qui résident sur le long terme, quoi. Après, je pense que dans ça, la relation qu'on a avec notre coach, ça joue aussi dans le sens que toi, tout ce qui est mis en place pour moi, même quand je ne dis pas que je n'étais pas d'accord, mais quand j'aurais préféré autre chose, j'ai toujours mis en place et finalement, ça s'est révélé toujours gagnant comme choix. Donc, moi, je sais que tes choix. Après, je sais que tu es quelqu'un qui se soucie pour la santé euh, de ses coachés et je sais que ce que tu mets en place, c'est toujours dans mon intérêt et que du coup, même si ça ne me plaît pas, entre guillemets, je sais que c'est pour mon bien et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on prend un coach, même en étant coach, c'est qu'on est rarement vraiment objectif envers nous-mêmes et justement, surtout dans ces cas-là où tu ne peux pas trop te reposer sur ton self-control. Et bien que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a toujours eu envie de tout contrôler, je sais qu'il y a des moments où il faut lâcher prise et il faut se laisser guider. Et c'est pour ça que je pense que le choix du coach qu'on prend et la relation qu'on arrive à instaurer avec le coach, c'est important. Donc, je te dis, même moi, même quand je n'étais pas contente d'un choix que tu avais fait, je savais que c'était pour mon bien et que ce soit dans l'entraînement ou dans la diète. Et, euh, et à chaque fois, j'ai bien fait de suivre la chose. Donc, je pense que ça joue aussi et qu'il y a aussi quand même des coachs qui ne se soucient pas forcément de la santé. Enfin, leur but, c'est d'amener un beau corps sur scène et, parce que c'est leur image qui est en jeu aussi. Et que pour l'après, demeure-toi. Ouais, Donc, le problème, c'est que c'est un sport où il y a beaucoup d'ego. Donc, le problème, c'est que les gens, ils pensent avant tout à leur réputation, etc. C'est vrai que vu que je coach pas seulement des compétiteurs, je m'en fous en fait. Moi, j'ai envie d'arriver, enfin, de mettre la personne avec qui je travaille
le plus loin possible et essayer évidemment de valider son objectif. Mais c'est vrai que j'ai quand même un souci de la personne qui est en face de moi et que c'est important parce que je pense à l'après. Il y a beaucoup de coachs qui arrêtent de travailler le jour J si la personne ne fait pas une bonne place ou tu vois, genre, bon, bah, démerde-toi. Après la compétition, c'est démerde-toi, etc. Ça, c'est pas ma vision des choses. Parce qu'encore une fois, je pense que justement, ça s'arrête pas le jour de la compétition, mais qu'il y a beaucoup de travail qui se passe justement sur les semaines d'après, qui sont, à mon avis, très importantes de, en termes d'accompagnement. Et après, pour revenir à ce que tu disais en termes de confiance, c'est vrai que la confiance, ça se gagne et c'est pour ça que c'est mieux de travailler avec des gens sur le long terme parce que déjà, ça prend du temps de connaître la personne au niveau individuel. C'est difficile de savoir aussi comment la personne réagit en termes d'entraînement, en termes de nutrition, en termes d'habitude, etc. Et bah, effectivement, c'est plus facile d'instaurer des choses où la personne peut te faire confiance parce que bah, tu sais que voilà, j'ai une approche qui est, comme tu dis, avec ton intérêt avant tout. Et du coup, ce que je vais te conseiller de faire, c'est dans cet intérêt-là, mais aussi en gardant l'intérêt de la performance et essayer de présenter le meilleur package possible, quoi. Parce que c'est aussi ça ton objectif et moi, je réponds à ça. Euh, il y avait quelque chose que je voulais ajouter, mais je ne me rappelle plus maintenant. Je sais pas, ça va me revenir. Et moi aussi, et j'ai oublié, je l'avais eu en tête jusqu'à maintenant. Et non, c'était ah oui, et je pense aussi que la durée de la PrEP joue aussi, parce que je vois beaucoup en ce moment sur les réseaux des gens qui font des PrEP, sur, 8 semaines ou peu plus, genre 10 semaines. Et je pense que ça joue aussi parce qu'en plus, souvent, ils partent d'un apport de bulk, assez élevé et ils doivent réduire drastiquement, mais voilà, vraiment drastiquement, du coup, les calories et leur corps, des fois, bah, il ne répond pas comme il voudrait. Du coup, c'est frustrant. Et, À mon avis, pour une femme, c'est trop court. Enfin, même si tu es extrêmement drastique, tu n'arriveras pas à avoir une composition corporelle de compétition en 8 semaines. moi, j'ai vu des gens qui ont commencé la PrEP en même temps que moi, ou peut-être 2 semaines avant, mais ils vont faire des compètes en début de mois d'octobre. Et du coup, j'ai été choquée en fait, parce que je me suis dit, mais on a commencé pratiquement en même temps, et moi, je l'ai fait 2 mois après ma compète. Enfin, en tout cas, nous, on était partis déjà de base sur décembre. Après, on a dit si on est prêt avant, à la limite, ça peut être intéressant d'essayer avant. Mais des bases, on était partis sur les compètes au mois de décembre. Donc, je pense que ça joue aussi parce que ça nous permet d'y arriver au fur et à mesure, d'arriver à gérer tout ça sans avoir à passer de 3000 cales que j'ai jamais eu, je pense. Enfin oui, il y a 3 ans peut-être, mais sans le savoir. Mais Tous sans les le jours. savoir, c'était Ah un oui, c'est ça, moment. c'est ça que j'avais oublié. C'est que c'est aussi la raison pour laquelle je voulais faire des compétitions, moi, initialement, c'est que je voulais avoir l'expérience personnelle pour savoir quel était le mindset et les sensations que tu pouvais retrouver et qui allaient pouvoir m'aider pour coacher les gens. Parce que même si à l'époque, j'avais, on va dire, les connaissances théoriques, je voulais aussi avoir les connaissances pratiques. Et je pense que c'est aussi pour ça que toi, tu veux faire une compétition pour te pousser. Et c'est vrai que travailler avec quelqu'un qui sait aussi ce que c'est d'être à ce niveau de sèche, etc., bah, ça te permet de coacher d'une certaine manière et d'accompagner la personne parce que tu sais ce qu'elle vit, en fait. Je dis pas que les meilleurs coachs sont forcément des personnes qui sont passées par là, mais c'est vrai que connaître ses sensations, savoir ce que ça fait d'être vraiment sec pour monter sur scène, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer aux gens, de leur dire mais tu es complètement obsédé par la bouffe, le seul truc auquel tu penses, enfin tu vas te coucher le soir, c'est qu'est-ce que tu vas manger le lendemain, t'as rien d'autre en tête que ta prépa, etc. C'est vraiment, ça te prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ouais, si tu sais pas, c'est difficile de pas comprendre parfois. Enfin, c'est difficile pour les gens après de dire, bah, attends, je comprends pas pourquoi tu tiens pas ta diète, etc. C'est quand même pas compliqué, tu vois. Est-ce que, est-ce que tu sais ce que ça représente d'être à cet apport calorique tous les jours, de pas faire d'écart, d'être
dans une rigidité du planning qui est nécessaire pour arriver à ses objectifs, etc. C'est des choses que c'est vrai que quand tu les as vécues, ça aide beaucoup dans la démarche d'un coach, je pense. Ouais. Je me souviens que c'est la première question que tu m'as posée quand on a commencé à parler de faire de commencer une prep. C'était justement pourquoi je voulais faire cette compétition et que je t'avais dit, d'une, c'était pour un défi personnel pour me montrer que malgré ma vie, Je suis forte. que je suis forte. Et parce que en tant que coach, si demain je me retrouve à devoir coacher quelqu'un qui veut faire une compète, le fait de l'avoir vécu, ça va me permettre d'avoir sûrement plus d'empathie vis-à-vis de ses ressentis quelqu'un qui n'a jamais fait de prépa et qui connaît juste la théorie en fait. Et donc, je reste toujours du même avis. Après, on m'a dit quelles sont mes attentes vis-à-vis de ce concours. C'est surtout de kiffer les processus et pour l'instant, je le fais. Et après, comme on a dit tout à l'heure, hein, si on arrive à faire un placement, Si je vais Olympia, je fais Olympia. Hein. Si j'ai la carte pro, comme la fille qui a eu la carte pro et qui est partie à Olympia direct, elle est arrivée amateur carte pro, je m'en vais à Olympia direct. Ça, c'était fort, ça. Ah, ça, c'était génial. Quand je l'ai vu, je fais ah ouais. Ça, c'était très fort, ouais. Donc, voilà, si j'ai une qualification pour Olympiade 2022, on y va. Hein. Donc, non, par la blague. Non, c'est surtout de kiffer les processus. Et ça, je suis en train de le faire beaucoup plus que sur la première prep, quand on avait commencé en début d'année. Mais parce que... Et chaque prep est plus facile que l'autre, hein, aussi. Hein. Ça, ouais. c'est un truc que tu dois savoir, c'est que plus tu fais le processus souvent et plus c'est facile et plus tu peux pousser loin parce que tu sais à quoi t'attendre, en fait. Tu sais les sensations que tu vas avoir, tu sais... voilà. Le fait de savoir, ça aide vraiment beaucoup. Et après, on m'a dit, le fait de devoir modeler ton corps pour correspondre aux exigences d'une catégorie ne te pose pas des problèmes. J'ai envie de dire, c'est les règles du jeu et que chaque jeu a ses règles. Et donc, non. Et surtout, parce que ce n'est pas quelque chose qu'après, comme on disait tout à l'heure, c'est le physique de scène, ce n'est pas un physique qui est à l'année. Donc, si les règles de ce jeu-là, c'est que les jours J, tu dois avoir ce type de corps, c'est les règles du jeu et puis c'est tout. En jeu, on a décidé de jouer, on joue avec les règles qui sont imposées. Et après, on me demande, le bodybuilding est perçu comme un sport très superficiel. Qu'est-ce que je réponds à celle-là? Oui, je rigole. Non, mais en fait, le problème du je pense que le problème du bodybuilding, c'est que quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce que c'est le bodybuilding, il te répond c'est des mecs qui sont en slip et qui posent sur scène. Alors qu'en vrai, ça c'est même pas le type de l'iceberg du bodybuilding parce que c'est vraiment un lifestyle, c'est le fait de travailler, de s'entraîner, d'essayer de s'améliorer vraiment tout doucement d'année en année, de faire attention à son alimentation. Enfin, ça englobe beaucoup de choses. Et les personnes simplifient ça à juste le fait de monter sur scène. Et c'est un peu pour ça que c'est vu comme quelque chose de narcissique, voilà. Mais le truc, c'est que quand tu regardes et quand tu parles à la plupart des bodybuilders, c'est des gens qui ont la plupart des problèmes d'image, dans leur jeunesse, qui étaient soit en surpoids, soit qui étaient trop fins et qui voulaient se prouver quelque chose à eux-mêmes. Et via cette pratique, ça leur permet de dépasser un petit peu ça, même si je pense qu'on est un peu des éternels insatisfaits. Et moi, je pense que le bodybuilding m'a apporté tellement dans ma vie en général, parce que ça m'a montré que si je faisais des efforts sur quelque chose tous les jours et que je changeais mes habitudes tous les jours, je pouvais faire ce que j'avais envie de faire. Et le truc hyper cliché des mecs qui ont réussi et qui te disent ouais, mais vous vous rendez pas compte, si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire à partir du moment où vous donnez les moyens, etc. C'est un truc
que je n'avais pas compris jusqu'à ce que je m'investisse autant dans le bodybuilding parce que je me suis investi et je me suis dit, bon, bah, j'aimerais bien me bâtir un physique acceptable, etc. Et j'avais vraiment l'opinion de moi-même comme avoir le physique le plus dégueulasse de la planète, en fait. Pendant toute ma jeunesse, etc., je me dis, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas de chance au niveau de ma génétique, c'est comme ça, etc. Et je vais quand même essayer de faire du mieux que je peux. Et je suis loin d'avoir un physique exceptionnel, je le conçois totalement, mais j'ai quand même un physique que la plupart des gens considèrent comme esthétique et comme, tu vois, la plupart des mecs à qui je parle me disent, ouais, bah moi j'aimerais bien être comme toi, etc. Et ça veut dire que finalement, tous les efforts que j'ai mis en place ces dernières années, etc., m'ont permis d'arriver à un certain niveau qui est perçu comme finalement mieux que la plupart de la population moyenne. C'est-à-dire que finalement, avec les efforts que j'ai mis en place, j'ai réussi à atteindre quelque chose. Et ça m'a vraiment mis un déclic dans ma tête en me disant, mais attends, si je peux le faire par rapport à mon corps, etc., c'est-à-dire que je peux aussi le faire par rapport à mon travail, tu vois. Et c'est pour ça que, bah, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Bayesian avec Antoine, c'est parce que je me suis dit, ben, en fait, en mettant les efforts, en travaillant dans une certaine direction, c'est possible d'atteindre d'autres choses, en fait. Et du coup, je dois beaucoup de ma vie et de ce que je fais aujourd'hui à cette première démarche initiale de j'ai envie de changer mon corps et instaurer des habitudes qui vont me permettre d'arriver à ces objectifs. C'est la même chose pour tout, en fait. C'est les habitudes que vous avez au quotidien qui vont vous amener vers vos objectifs. Et si vous voulez être une certaine personne, vous devez vous dire qu'est-ce que cette personne fait au quotidien pour être cette personne, et ça va vous donner les solutions et les clés à atteindre ce que vous voulez atteindre, en fait. C'est aussi simple que ça, c'est hyper cliché, mais c'est vraiment la vérité, quoi. Moi, ça me fait toujours rire quand les gens me disent oui, mais toi, t'es mince, oui, mais toi, t'as un super shape. Je dis oui, mais moi, j'ai pas toujours été comme ça. Enfin, si tu regardes là, tu le sais, dernièrement, j'ai retombé sur des photos d'il y a 2 ou 3 ans. Même moi, j'ai du mal à, Même moi, à me reconnaître. même moi, tu m'as envoyé ça, j'ai fait c'est qui? J'ai du mal à me reconnaître. Et pourtant, en fait, je me suis. Enfin, non, ça. Mon physique a toujours été les déclencheurs de la reprise à un moment, mais je me suis. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir eu cette évolution-là, rien que. Là, la dernière photo que je t'avais envoyée, celle d'il y a 2 ans, et aujourd'hui, il y a 2 ans, c'est déjà un an que je m'entraînais 5 jours sur 7 quand même, toutes les semaines. Donc, j'avais déjà Mais pris ça une prend du temps. régularité. Et c'est ce que je te Et disais à l'époque. Je te disais, mais ouais, Ariana, ça prend du temps. Genre, tu peux pas changer de physique en 2 semaines, quoi. Ça va prendre du temps. Mais tu vois que en 2 ans d'entraînement sérieux, là, enfin, les photos que tu m'as envoyées, enfin, tu devrais les mettre à l'écran. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, quoi. ouais. Et, et c'est vrai que ça, c'est. Après, ça fait plaisir parce que tu t'es dit que, voilà, Tout est possible. malgré tout, malgré le fait que j'ai pas 20 ans et que j'ai une vie familiale bien chargée, bah, je suis arrivée à reconstruire, à me reconstruire physiquement et mentalement, du coup, parce que ça, en plus, ça m'a fait trouver une passion qui est devenue un travail aussi. Donc, Ouais. Non, euh, mais clairement. donc, euh, donc voilà, moi je le vis pas comme quelque chose de superficiel, au contraire, même si ça peut paraître superficiel. Euh, et après, la dernière question, c'est la scène regroupe pas mal de stéréotypes que beaucoup de femmes tentent de combattre. Donc, maquillage à outrance, bikini à strass, talons, pose suggestive. Quel est mon avis? Bah, ça revient toujours aux règles du jeu. Et en plus, c'est vraiment les jours J qui étaient comme ça. Euh, et pour afficher un travail que tu as fait au préalable. Ouais, Donc, enfin, je comprends que ça peut poser problème à certaines femmes. Et dans ce sens-là, je comprends qu'elles n'aient pas envie de participer à ça. C'est totalement compréhensible parce que c'est vrai qu'effectivement, ça, ça représente certains stéréotypes. Ce que j'apprécie, par contre, moi, c'est que certaines femmes qui n'ont pas de prothèse mammaire gagnent des compétitions. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que c'est pas une obligation et c'était souvent vu comme une obligation par les compétitrices dans le sens où
ah bah si j'ai pas de prothèse mammaire, ça veut dire que je peux pas faire de compétition. Et je pense que ça forçait certaines femmes à le faire alors qu'elles n'avaient pas forcément envie de le faire ou en dehors de, enfin, tu vois, en dehors de la compétition. Donc ça, je pense que c'est une belle avancée vers quelque chose de, enfin voilà, vers moins de stéréotypes entre guillemets. Après, chacun fait ses propres choix. Mais ouais, après, il faut montrer le corps. Donc voilà, hein, ça fait partie du jeu parce que la compétition, c'est montrer son corps. Donc avoir un bikini, c'est bah, la manière la plus enfin voilà, moins tu as de tissu, plus tu peux voir du corps. Enfin, tu vois, tu vas pas être tout nu. Les bikinis, mettre des paillettes et des strass, etc., bah, ça permet de rendre le truc plus beau d'une certaine manière, hein. Les hommes, c'est pareil, hein, c'est du satin, etc., ça brille. Et pareil, ça rentre dans Et les en fesses et valeur. tout. Donc, enfin, voilà, c'est le minimum possible pour ne pas être nu sur scène. Et ouais, comme tu dis, bah, c'est les règles du jeu et voilà, chacun est libre de faire ses Et choix après, par voilà, rapport à ça. moi, je le vis vraiment comme un jeu où bah, si tu gagnes, tant mieux. Mais pour moi, ça reste un jeu et où je vais me donner à fond quand même. C'est pas parce que c'est un jeu que je le prends à la légère. Mais, mais après, ça reste un jeu et c'est comme quand on a une C'est fête comme un déguisée. gala, quoi. C'est les C'est un déguisements déguisement, ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. c'est un déguisement du jour J. Et puis, de toute façon, après, moi, dans la vie de tous les jours, je me balade pas en Ah bikini bon? talon et avec, avec les scies jusqu'à là. Donc, donc, voilà, je le vis comme un jeu et je pense que c'est la bonne façon, en tout cas pour moi, c'est la bonne façon de le vivre. Comme les Mais personnes. c'est vrai que ça peut être une, une discussion complexe hein, d'une certaine manière, parce que les hommes n'ont pas besoin de mettre de bijoux, n'ont pas besoin de mettre de make-up, etc. Donc, enfin, c'est une discussion qui peut aller assez loin, mais c'est vrai que c'est complexe et bon, voilà, c'est comme ça que Et ça, c'est après, voilà. aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui est même, enfin, quand je sors juste avec les amis ou en soirée ou avec mon mari, j'aime bien me maquiller un petit peu. Après, je me maquille pas comme une voiture volée, mais, mais, enfin, Parce j'aime qu'il y a bien des voitures qui sont pas volées en Italie. C'est vrai. Pardon. bon, tous ces idées reçues sur les Italiens, franchement. Euh, Non, mais voilà, donc en général, c'est pas parce que la société m'impose ça, parce qu'il y a des jours où je sors sans maquillage, mais sinon, j'aime bien aussi de temps en temps m'apprêter un petit peu plus. Et ça fait du bien, surtout quand t'es maman, que tu perds un petit peu ces trucs qui étaient peut-être un peu au début, ça fait toujours plaisir de se remettre un peu en valeur. Donc, je le vis plus comme ça qu'autre chose. Et on m'a demandé où j'achète mon bikini. J'ai déjà acheté mon bikini. Et il est trop beau. Il est magnifique, mon bikini. Et donc, je l'ai acheté. Bah, de toute façon, c'est des trucs qu'on trouve sur Insta qui font des bikinis un peu. Là, c'était une boîte qui est au Portugal. Il y en a en France aussi qui font du super travail. Après, il faut savoir que les compètes en termes d'argent, Ça coûte très ça cher. demande Entre énormément. le bikini, les strass, les talons, le make-up, le tanning, c'est un vrai budget. C'est énorme. Franchement, même enfin, les sous-catégories dans lesquelles tu décides de participer, c'est 150 euros si tu veux, à chaque truc que tu veux faire. Donc, il y a des gens qui font dans la même compète 3 scènes, tu en as pour presque 500 euros rien que de ça, plus les TAN que tu en as plus pour, je sais pas, pour pas mal d'argent. Donc, j'avais pas forcément envie de claquer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans un bikini. Après, si j'irai à Olympia, on verra. Donc On voilà. croise les doigts. Donc voilà, bah, on a fini toutes les questions. Bah, C'était merci pour presque. tout. Merci à toi. Merci à toi. Et voilà, du coup, on a répondu à toutes les questions qu'elle nous a posées. Top. Donc, bah, merci beaucoup pour ta patience et pour tes réponses. Bah, Et, merci. et bah, du coup, à bientôt. Bonne soirée. Salut Ariana. Bah, si vous voulez, si vous reste des questions, n'hésitez pas à venir me solliciter.
via Instagram ou par mail via mon site. Sur Instagram, c'est nevingl, @nevingl, et mon site internet, c'est fitnesslogic.com. Et vous trouverez une adresse mail là-bas. Donc voilà. Merci Ariana. Merci à toi. Bonne soirée.